Bienvenue sur EventCheck, le rendez-vous des commerciaux événementiels. Ici, on part à la rencontre de personnalités de notre secteur qui nous racontent leur parcours, mais surtout leur savoir-faire et leur vision. Je vous propose, grâce à notre conversation, de booster vos connaissances et inspirations sur notre métier aux 1001 facettes. Si vous vous reconnaissez dans cette description, que vous débutiez ou que vous soyez confirmé, je vous invite à vous abonner car ce podcast va devenir votre meilleur allié. Ce podcast est rendu possible par BookingCheck, l'event management software que j'ai lancé pour permettre aux commerciaux événementiels de s'équiper d'une boîte à outils moderne et performante pour libérer le potentiel de leur établissement. BookingCheck est le logiciel que j'aurais rêvé avoir pour gagner beaucoup de temps, vendre mieux et plus et structurer mon activité. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur bookingcheck.com. Et en attendant, bon épisode! Bonjour Aurélien, merci d'avoir accepté mon invitation sur EventCheck. Comment ça va? Bonjour Clémence, très bien, merci beaucoup. Et toi? Très bien aussi, merci. Alors aujourd'hui, on accueille Aurélien Carré. Tu es le directeur commercial pour le pôle événementiel corporate, activation et privatisation au sein du groupe Signé-Oco. C'est Tout ça? à fait, exactement. Donc on va avoir plein de choses à se dire. Avant qu'on parle de Signé-Oco et de ton rôle et de tout ce que vous faites, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu quel a été ton parcours? Bien entendu, déjà merci pour l'initiative. Avec plaisir. J'ai commencé à organiser des événements assez tôt dans tout ce qui était association étudiante au sein des écoles que j'ai fréquentées. Donc j'ai un parcours Ok. plutôt autour du commerce. J'ai fait un IUT technique de commercialisation et une école de commerce. Et donc ces structures permettent d'avoir des associations avec beaucoup d'étudiants et d'organiser des événements déjà d'ampleur à date. Donc ce qui m'a un petit peu mis le pied à l'étrier. Aujourd'hui, j'organise évidemment plus de soirées étudiantes, je n'ai plus l'âge, mais en tout cas c'était assez formateur à l'époque. Et donc au fil des années, j'ai fini mon cursus avec un stage en fin d'études chez Ricard, donc au département des événements. Et donc j'ai déjà pu aborder de près l'activation marque, notamment sur les marques Ricard, Malibu et Lillet, qui sont aussi des marques qu'on distribue chez Signé-Oco. Et ensuite, je me suis lancé dans la grande aventure du freelance, plus dans la conception d'événements publics, événements musicaux, concerts, festivals. Et au fur et à mesure, j'ai approché les lieux Signé-Oco de par ce savoir-faire, et j'ai commencé le métier que je fais aujourd'hui en freelance, donc avec la machine du Moulin Rouge, le bar à bulles qui venait de sortir de terre, et ensuite la recyclerie et le pavillon des canaux, donc qui sont les lieux actuels du groupe Signé-Oco, et on est passé sur un format plutôt pérenne CDI il y a environ 5 ans. D'accord. Donc en fait, ça s'est un peu fait par rencontre, ton arrivée au sein de Signé-Oco. Exactement. C'était pour organiser d'autres événements. Tout T'es à arrivé fait. en tant que client. C'est un peu presque ça, exactement. J'étais ce qu'on appellerait plutôt promoteur, et après on s'est rendu compte avec la direction de la machine Moulin Rouge, notamment Julien Delcé à l'époque, que la machine avait un potentiel déjà sur la partie privée, un peu étudiante pour des galas ou soirées étudiantes, mais surtout sur du corporate, ce qui n'était pas trop le cas il y a encore 8 ans. Et ça rejoint un peu aussi cet essor aujourd'hui pour les lieux alternatifs ou les tiers-lieux que je définirai un peu plus tard. Mais c'est vrai que ces lieux n'étaient pas encore assez demandés ou peut-être identifiés. Voilà, c'est ça, par le corporate. Et on se rendra compte que au fil de ces 8 années, ça s'est bien développé pour le coup. Bah alors ça tombe bien, parfaite transition. Tu nous parles un peu de Signé-Oco. Qui êtes-vous? Tout à fait. Alors Signé-Oco, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est assez important déjà en termes d'identité et en termes de mission. C'est-à-dire qu'on a vraiment une entreprise à impact, on a une gouvernance qui est assez particulière, qu'on veut plus vertueuse, et c'est ce qui nous définit tous, et c'est aussi pour ça qu'on choisit de travailler dans ce type de structure. Et l'économie sociale et solidaire est de plus en plus en essor, et de plus en plus d'entreprises à mission qui émergent, et c'est assez chouette de voir tous les différents corps de métier, parce que l'idée c'est de tous, en choisissant ce modèle, d'aller vers
une volonté de proposer des solutions qui permettent d'accélérer la transition écologique et sociale. Et donc, c'est l'objet de Signoco à travers son activité qui est vraiment orientée autour du tiers-lieu. Donc, nous, on va plus parler de tiers-lieu culturel. Donc, je vais peut-être définir le tiers-lieu maintenant, que c'est un petit peu la base. Avec plaisir. La base de notre activité. Le tiers-lieu, en fait, ça va rejoindre 2 critères. C'est le tiers-lieu en soi. On a la définition très théorique des années 80 de, je crois, Ray Oldenburg. Il faudrait que je vérifie mes sources, mais il me semble que c'est ce nom de monsieur américain. Le tiers-lieu, en fait, c'est de dire on a plusieurs lieux dans la vie d'un individu. Vous avez le premier lieu qui est le domicile, le deuxième lieu qui est le travail, et le troisième lieu, c'est ce qu'on appelle un lieu de destination. Donc c'est un lieu qu'on choisit, dans lequel on aime passer du temps. Aujourd'hui, la définition d'un tiers-lieu, peut-être notre définition à nous chez Signoco, ça va être tout d'abord multi-activité. En fait, on va pas juste aller boire des bières, un café dans un café-restaurant. On va y retrouver plusieurs usages. Et donc ces usages, c'est évidemment d'avoir un lieu qui est ouvert, parce que qui dit lieu ouvert dit inclusivité, disponibilité, possibilité de se mouvoir dans ce lieu. On va pouvoir avoir aussi un côté hybride dans l'activité et l'économie du lieu. Typiquement, quand vous allez à la recyclerie, vous avez l'atelier de René, qui est un espace de réparation auquel vous pouvez adhérer. À travers cet atelier, vous pouvez utiliser des outils sans acheter forcément une perceuse pour faire de trous dans votre mur. Et à travers cet atelier, l'idée, c'est de parler un petit peu d'économie circulaire et d'obsolescence programmée. Donc, on peut avoir plusieurs usages. Je continue sur la recyclerie, donc qui est un bon exemple. On va aussi avoir la ferme urbaine, où on va montrer à différents publics comment on arrive à faire de l'agriculture en ville sur une ancienne gare avec un terrain ferroviaire dans le 18e. Et donc, il y a ce côté aussi de sensibilisation. On peut aussi avoir d'autres usages, typiquement à la Cité Fertile, c'est un usage qui va être rattaché directement à notre métier, mais on a une brasserie, donc c'est-à-dire que la bière que tu bois au bar de la Cité Fertile, elle est brassée à 10 mètres derrière, donc avec nos associés du Panam Brewing Company. Donc ça, c'est vraiment le premier critère du tiers-lieu, vraiment cet aspect pluriactivité. On peut faire plein de choses et donc venir pour plusieurs raisons différentes. On fait aussi tout ce qui va être distribution parfois de paniers pour des associations. On a aussi la ruche qui dit oui, où vous pouvez venir chercher votre panier quand vous achetez sur Internet. Donc c'est aussi d'autres manières de voir dans le lieu. Vous n'êtes pas forcément pour un concert, vous n'êtes pas forcément pour une formation. Mais en gros, vous pouvez juste venir chercher un panier et vous rendre compte que le levier, qu'il y a des choses à faire. Donc ça, c'est vraiment le critère du tiers-lieu. Et le deuxième, évidemment, ça va être par définition cet aspect pluri-public. Donc selon évidemment le jour de la semaine et aussi les événements et les saisons, vous allez avoir des publics assez variés. Et l'idée, en fait, pourquoi nous, on se base sur le tiers-lieu comme média ou médium pour accélérer la transition écologique et sociale, c'est vraiment parce que à travers ce pluriactivité, on va toucher un nombre de personnes très variées. Et l'idée, c'est évidemment de pas être mono-public. Et donc, à travers notre activité, on a vraiment réussi à élargir, à avoir cet aspect très hétérogène. Mais typiquement, l'enjeu à la Cité Fertile, on est au cœur de la Seine-Saint-Denis, donc on est vraiment juste après le 19e. Vous avez le Pantin, très néo-parisien, au mètre carré, est à 10 000 du mètre. Et en parallèle, il y a Aubervilliers, troisième ville la plus pauvre de France. Donc, il y a vraiment cette volonté de rendre des lieux accessibles, inclusifs. Et j'en parlerai un peu dans le modèle ensuite. Mais donc, voilà un peu pour la définition du tiers-lieu que nous, on va plus appeler éco-culturel parce qu'on pense qu'à travers la diffusion musicale, artistique et d'autres formes de culture, on va pouvoir sensibiliser et parler de sujets qui sont un peu plus sérieux entre guillemets. Donc principalement sociaux et écologiques. Donc nous, notre métier de base, c'est concevoir et exploiter des tiers-lieux. Donc on a différents lieux, la machine du Moulin Rouge et le Bar à Bulles, qui sont des lieux de diffusion musicale, donc des lieux plutôt culturels, qui appartiennent pas, on va dire, foncièrement au groupe Signoco, mais on est mandaté pour gérer l'exploitation par le Moulin Rouge depuis 10 ans, qui est un lieu incroyable avec plusieurs espaces, pareil pluridisciplinaire, très hybride et qu'on adore. On a créé 2 tiers-lieux qu'on va plus appeler des tiers-lieux éco-culturels aussi, qui sont dédiés à la transition écologique et aux objectifs de développement durable. Donc la recyclerie, qui va bientôt fêter ses 10 ans d'ailleurs, dans le 18e à la porte de Clignancourt, ou aussi au-dessus d'une ancienne gare.
La Cité Fertile plus récemment, qui est un tiers-lieu d'urbanisme transitoire. Donc là, c'est encore particulier aussi parce qu'on est sur de l'éphémère. En fait, on exploite un territoire pendant 5 ans en Seine-Saint-Denis avant un projet immobilier. Donc l'idée, c'est vraiment de préfigurer un terrain, un territoire avant d'autres usages. Donc c'est assez intéressant et c'est aussi assez particulier parce qu'on a une date de début qui est 2018 et une date de fin qui sera d'ici un peu plus un an et demi, et qui est un lieu qui permet aussi énormément de choses avec 1 hectare pour réinventer la ville et plein d'usages, plein de possibilités et surtout des capacités, des jauges assez conséquentes. On est sur du 450 personnes en séminaire et 1300 personnes en soirée. Et enfin le pavillon des canaux, donc il y a une jolie maison d'éclusier sur le canal de l'Ourcq, maison un peu de curiosité, très colorée, un peu façon Alice au pays des merveilles, qui va parler d'écoféminisme et on va dire d'égalité. D'accord. Donc ça, c'est vraiment les lieux qu'on gère. Qui est plus récent aussi, hein, Pavillon des Canaux. Alors Pavillon, le plus récent, c'est la Cité Fertile, oui. le plus récent, et Pavillon est arrivé en 2015, si j'ai bonne mémoire. Ok. Ah oui, je pensais que c'était plus récent que ça. Autant Et pour donc, moi. pas de souci. Et donc tous ces lieux, c'est vraiment concevoir, exploiter. Donc c'est nos lieux, mais on va aussi avoir une deuxième casquette qui est la formation et le conseil. Donc là, ça va être vraiment le pôle campus qui est divisé vraiment en une partie formation. Donc on a créé une formation de 40 heures pour accompagner les publics et parties prenantes sur les métiers autour du tiers-lieu. Donc c'est une formation d'une semaine qui se fait sur nos différents espaces. On va montrer chaque métier possible, donc communication, technique, exploitation, privatisation, programmation. Et on a aussi une formation plus moyen terme je crois que c'est 3 mois, donc avec des lauréats qui ont déjà sur concours des projets de tiers-lieu qu'on va accompagner. Et là, on va vraiment être dans le grand bain avec eux, c'est-à-dire qu'on va les suivre dans leur business plan, dans leur projet, et les aider de manière assez opérationnelle et stratégique aussi. Mais du coup, là, on est vraiment plus dans le cas assez concret. Et enfin, on a aussi 2 urbanistes qui accompagnent des clients partenaires, enfin des clients ou des partenaires sur des appels à projets ou de l'accompagnement donc en maîtrise d'ouvrage. D'accord. Donc voilà, j'ai balayé un peu tous les métiers, sachant que ce qui me concerne et ce qui concerne mon pôle vont plutôt être dédiés directement au lieu avec cet aspect événementiel, régie événementielle. Mais tu interviens aussi sur les formations. Exactement. L'idée, c'est de montrer un petit peu notre savoir-faire en termes de régie événementielle et aussi de rappeler l'intérêt de privatisation, c'est un peu un gros mot, mais de l'événementiel, on va dire que ce soit plus privé dans le modèle du tiers-lieu, parce que le tiers-lieu a besoin d'avoir un modèle économique quand même assez rodé pour survivre. Nous, typiquement, on est une entreprise, on n'est pas une association, donc c'est vraiment notre économie qui nous permet de financer une programmation gratuite à 99%. Donc, d'accord. Ah oui, ok. Donc en fait, l'idée, c'est qu'une partie des bénéfices soit réinvestie dans le lieu directement pour pouvoir ouvrir les portes Tout largement. À fait. Ouais. C'est ça, c'est vraiment l'idée. Ok, super. Alors, du coup, je reviens un petit peu sur ce modèle. Je crois qu'à un moment donné, on a un modèle business qui est très particulier, vu qu'on parle de cette partie bénéfice. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont je veux dire, hors des sentiers battus par rapport à une entreprise plus classique? Est-ce qu'il y a d'autres aspects qui impactent votre façon de travailler parce que vous avez un modèle différent? Alors, une entreprise d'économie sociale et solidaire, une entreprise ESUS, ça dépend, mais en fait, le format ESUS, cette agrégation, cette norme, je sais pas quel est le terme, en fait, ça va forcément avoir des conséquences sur la gouvernance. Mais ça, c'est vraiment c'est vraiment des statuts. Ouais. Okay. Donc là, c'est vraiment les rémunérations du personnel et après, effectivement, le but de l'entreprise. Et donc, quand on fait des levées de fonds ou autres, on va plutôt faire des levées de fonds avec des fonds qui vont être des fonds à impact. D'accord. Parce que pour eux, c'est important de
de miser sur des entreprises qui vont générer de l'impact et pas que de l'impact financier, mais vraiment de l'impact social, écologique. Donc la principale différence, je pense qu'elle est là-dedans. Et nous, on a quand même aussi ces croyances et ces valeurs où tous les événements qu'on accueille, c'est aussi pour incarner nos thématiques et notre éditorial. Donc on peut avoir le salon du vrac à la Cité Fertile, on a accueilli les 65 ans de Médecins sans frontières. Vraiment, on va parler de tous les sujets d'actualité, de voir comment on peut un peu les questionner. On a une pléiade d'événements qui vont parler de transport, d'alimentation et de plein d'autres sujets finalement. Vous êtes un lieu qui fait sens pour des sujets qui ont besoin de sens. C'est un peu l'idée, en fait, on est là pour questionner la ville de demain et de montrer, nous, des initiatives. Alors, évidemment, on n'a pas réponse à tout, mais l'idée, c'est justement d'attirer des publics et des privés pour questionner, parce qu'on a besoin de réfléchir à tous ces sujets ensemble et on va pas tous les traiter de la même manière. Mais sinon, on a une organisation qui est plutôt transversale, je dirais, assez souple, mais on reste une entreprise. Oui, qui a besoin de tourner comme une entreprise classique. Exactement. Même si après la répartition des bénéfices n'est pas la même. Tout à fait. Forcément. Exactement. J'avais une question par rapport aux fondateurs. Est-ce que tu peux nous rappeler qui sont ou est le fondateur de Signéoco ? Tout à fait. Alors Stéphane Vatinel, donc qui est le président et créateur de Signéoco, il a fondé le Glazart, qui ne fait plus partie du groupe. Alors en 92, il me semble. Et donc aujourd'hui, pendant cette aventure Glazart, vous aviez Martin Liot, qui est l'ancien directeur de la recyclerie, et aussi qui a participé à la création et qui est aujourd'hui le directeur de la halle aux poissons, parce qu'on a aussi, je l'ai pas cité tout à l'heure, chez Emandmi, mais on a évidemment ouvert un lieu hors Paris l'été dernier qui s'appelle la halle aux poissons et qui parle d'écologie maritime, plein centre du Havre. Ok. Vraiment, en Normandie. Tout à fait, exactement. C'est notre bol d'air. Il y avait également donc dans l'équipe du Glazart et qui associe encore aujourd'hui Peggy Skuzlarek, qui est aujourd'hui directrice artistique et membre active de DIF, qui est la solution booking du label Infine, qui gère notamment des artistes de talent comme Rhône, donc qui était vraiment directrice artistique de la machine Moulin Rouge à l'époque, et Julien Delcey. Ce qui explique aussi votre culture très spectacle. C'est très spectacle, oui. Parce que je pense aussi à concerts et shows mais oui, tout ça ce sont des spectacles. Tout à fait. Et j'oublie évidemment pas Julien Delcey, qui est notre directeur général aujourd'hui et qui était le responsable de la machine Moulin Rouge au tout début et pendant plusieurs années. D'accord. Marion Bocahu, qui est la directrice du contenu aujourd'hui chez nous, qui est arrivée à l'époque du comptoir général qu'on avait repris à l'époque aussi. Ah oui, ok. Donc oui, il y avait eu un sacré travail. Et qui sont les associés aujourd'hui. D'accord. Et est-ce que tu sais comment est-ce qu'ils sont allés vers ce type d'activité de tiers-lieu ? Est-ce que tu connais un petit peu la genèse des projets autour de Signéoco ? Je vais peut-être le dire à ma façon, mais ce sera peut-être pas les mêmes mots que Stéphane, Julien, Peggy, Martin, Marion. J'espère qu'ils t'en voudront pas, je pense pas. Non, je ne pense pas. Mais je pense que, moi, ma vision, c'est qu'il y avait un côté assez alternatif dans le choix et les propositions. Proposer un lieu culturel dans les années 90 à Porte de la Villette, c'était quand même assez osé. Et l'idée, c'est d'héberger plein de formats et de pas se donner de limites. Maintenant, je pense que cette transition vers le format tiers-lieu, ça s'est passé à partir du comptoir général, il me semble. Du coup, avec parce qu'ils ont tous collaboré ensemble sur le comptoir général. C'était un peu le premier vivier. Exactement. Il y a eu le Glazart. Alors dans l'ordre, il y a eu le Glazart. Il y a eu le Divan du Monde à une époque aussi. Donc pareil à Pigalle, qui était plus un lieu un peu ciné-concert. Et pareil qui n'est plus sous notre giron. Et ensuite il y a eu le comptoir général qui faisait partie du même groupe
qui appartenait à Monsieur Olivier Lafont, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, le Glazart, le comptoir général, je vais y arriver, ouais. avait déjà cette volonté de thématique assez forte et Oui. avait une thématique de dénoncer la France-Afrique et aussi un gros positionnement transition écologique qui arrivait ensuite dans un deuxième temps. Et donc il y avait déjà cet aspect. On a une thématique et on va en parler de diverses manières. Il y avait notamment les événements Brock Day, c'était le premier événement un peu phare qu'on a créé avec ce côté brocante avec le lieu qui fonctionnait bien et donc il me semble que c'est vraiment cette thématique ces thématiques ont été insufflées par ces lieux et donc nous ont inspiré directement et la recyclerie c'est vraiment le grand pas dans le tiers lieu avec ce lieu avec la salle principale qui s'appelle la salle des pas perdus et les recoins où on peut toucher à divers sujets à travers les ateliers. D'accord. Merci. Je trouve que c'était bien aussi qu'on comprenne tout à fait d'où ça venait. Est-ce que tiers-lieu, ça sous-entend pour toi dans le département que tu diriges tiers événementiel? Est-ce que ça impacte votre façon de faire de l'événementiel par rapport à ce que tu as pu connaître avant? Tu disais que tu étais chez Pernod Ricard. J'imagine que tu as fait de l'événement corpo peut-être un peu plus traditionnel. En quoi vous allez avoir une patte peut-être tiers événementiel au sien? Alors j'imagine que le lieu joue beaucoup, mais il y a peut-être aussi d'autres aspects sur les prestataires que vous choisissez, les ateliers que vous proposez. Enfin à toi de nous dire. Bien sûr, c'est une très bonne remarque. En tous les cas, la vision qu'on a des événements de manière générale sur les lieux, de par la thématique, en fait, tout découle de la thématique, des engagements, du projet, et ensuite on va voir quel type d'événement on a envie d'accueillir, quel type d'organisateur on veut sur nos sujets et comment on accueille ces événements en nos lieux. L'idée, c'est que à peu près toutes les entreprises ou les associations sont légitimes de participer à ces questionnements. Nous, on va parler beaucoup d'éco-conception parce que évidemment toutes les entreprises, enfin je dis beaucoup les entreprises parce que sur notre pôle c'est 95% de nos clients avec ensuite les collectivités, les associations, mais c'est comme principalement les entreprises du territoire. Les professionnels, on va dire quoi. Exactement. Dans une structure légale. Tout à fait, c'est ça. On fait pas de particulier, malheureusement, pas de mariage, pas d'anniversaire de 30 ans ou autre. Enfin, pas encore. Peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est plus dédié au public et peut-être sur certains bars, de façon un peu informelle, vous prenez parfois des groupes. C'est assez rare parce que c'est vraiment une autre industrie et on a déjà des formats d'événements qui fonctionnent bien sur les week-ends, donc la volonté c'est plus d'avoir des grandes programmations. Mais c'est intéressant ce terme tiers événementiel. Nous on va plus parler d'éco-conception et c'est la plus-value proposée par notre régie événementielle, c'est que en venant sur des lieux Signoco, déjà vous pouvez être sensibilisé ou participer au questionnement sur des thématiques, la ville de demain, les objectifs de développement durable. Et ce qui est intéressant, c'est que selon le corps du métier, si je suis une entreprise du transport, une entreprise en agroalimentaire, en fait, on va pouvoir orienter évidemment le contenu assez facilement. Mais d'une part, on va avoir une promesse qui va être dans la réflexion, la conception des lieux. On n'est pas forcément label HQE sur chaque lieu parce que c'est quand même des lieux qui ont une histoire derrière, des anciennes gares principalement, une maison d'éclusiers ou un ancien club de cinéma. Mais c'est vrai que dans la conception du bâtiment, dans l'entretien, on va vraiment mettre en place toutes les connaissances en termes d'éco-conception, donc du mobilier réutilisé. Typiquement, on a construit des bassins de récupération d'eau de pluie à l'esté fertile parce qu'on a beaucoup de végétaux qu'on arrose et qui doivent être surveillés à l'année. On va avoir aussi évidemment des toilettes sèches sur la plupart des lieux. Parce que quand on a une jauge de 10 000 personnes par semaine, c'est évident que la consommation d'eau, il y a un impact. On va aussi valoriser nos déchets à travers des prestataires comme Lemon Tree qui permettent justement de sensibiliser là-dessus, qui sont des acteurs locaux, qui sont juste derrière la cité fertile. Donc évidemment,
en plus de l'aspect du site, d'avoir des partenaires qui sont sur le territoire et qu'on va valoriser, c'est très important parce que l'impact du tiers-lieu, il se fait principalement et avant tout sur le territoire. Et c'est ce qui fait que c'est un outil incroyable. Et c'est pour ça, là, on parle vraiment, je fais une petite parenthèse, mais de tiers-lieux en région parisienne, mais le tiers-lieu a d'autant plus d'intérêt dans des zones rurales où la densité est très faible et où l'enjeu, c'est de refaire du lien. Mais bon, c'est vraiment juste une parenthèse. Et donc, on a vraiment deux pans dans notre offre éco-conception. C'est le bâtiment, la promesse du lieu, donc vraiment dans son architecture, son fonctionnement, et ensuite le contenu. Donc évidemment, toute la partie boisson proposée, on va être sur des boissons plutôt locales, en tout cas pas de produits qui vont pas dans ce qu'on souhaite. On va essayer de limiter le produit industriel. Type grande distribution, ce genre de choses. C'est ça, exactement. On a une grosse politique sur la gestion des déchets et le plastique. Je fais un clin d'œil notamment à la machine du Moulin Rouge qui a été le premier lieu à interdire les pailles et les bouteilles d'eau en plastique, ce qui est quand même une manne financière assez conséquente pour les boîtes de nuit. Et nous, on était le premier à le faire. Et donc sur tous nos lieux, on va être sur évidemment des éco-cups ou en tout cas de la verrerie qui permet de pas avoir de jetable. Pareil sur les traiteurs qu'on valide à l'année, qui sont nos partenaires, qui sont des entreprises de l'économie sociale et solidaire principalement, qui ont une offre locavore et surtout qui ont peu de déchets, voire pas de déchets, avec la vaisselle proposée. Donc ça, c'est vraiment la base. Et c'est vrai que l'alimentation, comme on le sait, du moins la partie traiteur, c'est toujours un poste à risque dans la chaîne de valeur événementielle. Mais c'est les principaux sujets. Donc le lieu, le contenu, restauration, boisson, évidemment le contenu qu'on va plus appeler team building. Donc ce que vous proposez aux équipes pour des séminaires quand ils viennent dans nos lieux, ça va être du contenu qui va être soit en lien directement avec les missions d'entreprise, soit en lien avec le lieu. Les clients qui nous identifient, nous sollicitent, choisissent nos lieux dans 60-70% des cas de par notre thématique. Pas juste parce qu'il y a un terrain de volley, un terrain de pétanque, même si c'est très agréable. C'est le plus. mais c'est principalement pour la thématique que ça va incarner. Et donc, à travers nos associations et nos résidents, on peut proposer du team building autour des sujets de la ville de demain. Typiquement, réaliser un terrarium en équipe. On peut faire, on a notamment Hermès qui vient souvent chez nous. On peut faire des ateliers cosmétiques durables ou fresques du tissu ou du textile. Donc l'idée c'est aussi d'orienter comme ça. Et après, on va aussi proposer des team building qui vont pas forcément être directement sur les sujets RSE, mais qui vont être plutôt ludiques avec des prestataires, typiquement Prisoners qui fait de l'escape game, White Trip qui fait de la murder party. On a aussi le Social Bar avec l'agence de convivialité pour des qui vient de passer sur le podcast, donc vous allez vous suivre. Super. Et ben un grand bonjour à eux. On les aime beaucoup. Oui, je m'en doute. Vous êtes un peu dans les mêmes visions. Tout à fait. C'est de bons partenaires. Et donc l'idée c'est de proposer c'est ce que j'allais te demander d'ailleurs. Donc en fait, parce que vous hébergez au sein de vos lieux parfois des initiatives, et ces initiatives peuvent être l'objet de team building ou d'activités ou d'ateliers si c'est possible, mais vous pouvez aussi accueillir des personnes de l'extérieur comme le social bar avec les agents de convivialité. Eux ne sont à aucun moment hébergés dans vos tiers-lieux, ils n'ont pas de bar chez vous, mais ils peuvent venir intervenir. C'est l'idée, en fait, on se comporte vraiment comme une régie événementielle, on va pouvoir suivre notre client sur l'intégralité des prestations, et c'est assez rare, typiquement, que le client vienne avec son prestataire restauration. À la limite, les animations, ça nous dérange moins, mais nous, l'enjeu de notre proposition, c'est vraiment d'être sur une réduction des déchets et de l'empreinte au maximum. On ne sera pas zéro net carbone, parce que pour l'instant, c'est très compliqué. C'est très dur, oui. Mais ce serait un peu malhonnête de dire ça. Tout à fait. Et en plus, on ne veut pas surtout stigmatiser des clients. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi mesurer l'impact des événements. Donc Chloé, qui est la responsable production du pôle, qui travaille beaucoup sur ST Fertile et la machine Moulin Rouge, a tout un process avec un questionnaire en amont pour comprendre d'où viennent les collaborateurs, les participants, quels moyens de transport sont utilisés,
quelles sont les thématiques traitées dans l'événement, sans rentrer dans la confidentialité du speech du client. Les thèmes. Les thèmes, le contenu, enfin vraiment tout ce qui va impacter la chaîne événementielle et potentiellement l'éco-conception de l'événement. Et ensuite, on fait remplir un questionnaire à la fin de l'événement pour essayer de mesurer au maximum. Mais en tout cas, on est assez content parce que donc Marie Floquet, la directrice de la communication, a travaillé l'année dernière sur notre bilan d'impact. Et là, on a un bilan d'impact qui est sorti en février sur vraiment tous les événements qu'on réalise au sein de nos lieux, avec une mesure assez fine et précise des usages, de la valeur qu'on crée et du nombre de personnes accueillies, du nombre de personnes qu'on sensibilise. Donc c'est une étude qui est disponible via notre site, il me semble, et c'est assez. Oui, c'est public. On peut. En fait, il faut faire la demande en ligne et vous recevez. Tu reçois le bilan généralement, mais ça peut permettre à nos auditeurs de se comparer, de voir un petit peu où tout à fait. eux ont des leviers. Et tous ces prestataires, comme tu dis, on travaille comme une régie événementielle. Donc justement, tous ces prestataires, vous allez les sélectionner comment? Qui en veille là-dessus? Qui les contacte? Qui découvre un peu Alors Chloé, les nouveaux talents? Chloé fait beaucoup de veille. On a une veille un peu classique où chaque semaine on essaie de regarder sur différents médias, différents formats. Il y a des médias que tu trouves pertinents aujourd'hui? C'est une bonne question. Qu'on puisse Après, les partager. Médias ou outils. En fait, je fais beaucoup de veille sur parfois des prises de parole. Je dirais pas un média en particulier, mais moi, je fais de la veille vraiment sur tous les sites. Après, sur Booking Check, il y a quand même pas mal de prestats intéressants à retrouver, donc c'est assez pratique. C'est gentil. Maintenant, non, là, je t'avoue que j'ai pas d'idée. Non, t'as pas le nom d'un blog ou d'un truc où tu reçois une newsletter toutes les semaines et tu dis à chaque fois, souvent tu découvres des choses, quoi. C'est pas quelque chose qui vient en tête tout de suite. Je sais qu'il y a aussi Committee qui fait beaucoup de choses là-dessus. Après, il y a vraiment sur les prestataires, elle est assez active. Ouais, c'est assez chouette. Maintenant, les sites liés à la filière, enfin en tout cas tout ce qui est l'événementiel, l'événement.org ou Meetin, c'est assez large en fait. C'est pas forcément axé que sur ces sujets-là. Oui, c'est très large. Ouais. Après, il y a le RIV. C'est l'événementiel de grande ampleur, comme je dis. Tout à fait. Il y a le RIV, il me semble, qui est en Bretagne ou à Nantes. J'ai peut-être une bêtise. C'est REEVE, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ouais. Exactement. Je pense peut-être mal. Je vais passer. Mais en soi, c'est aussi c'est aussi l'intérêt de nos métiers, c'est à travers les rencontres avec nos clients, avec d'autres partenaires, et le bouche à oreille fonctionne très bien. Il y a ce côté un peu intelligence collective. Et maintenant aussi, via la filière économie sociale et solidaire, on est quand même souvent amené lors des rencontres avec les rencontres de tiers-lieux ou autres, à se partager des informations. Mais c'est vrai que Chloé fait un travail assez dingue là-dessus aussi. Et évidemment, les chargés de privatisation, notamment Anne-Charlotte, qui est depuis un moment chez nous, qui est la responsable privatisation de la machine du Moulin Rouge et de la recyclerie. Puis il y a des lieux qui sont quand même plus aptes à recevoir des demandes comme la recyclerie ou la cité fertile. Parfois on va avoir des demandes de prestataires et on va se dire en fait ouais, c'est trop bien ce qu'ils proposent, allons-y. Et évidemment, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais la programmation, qui sont un peu nos cousins sur les lieux, donc nous on fait des événements sur tous les lieux du groupe, mais évidemment que la programmation le fait aussi parce que c'est eux qui font vivre le public et le lieu principalement sur la milieu, fin de semaine, voire week-end. Et en fait, eux, à travers leurs speakers qu'ils accueillent sur des conférences ou du contenu programmé au grand public, des ateliers, en fait, on peut proposer à ces assos ou à ces intervenants de proposer leurs prestations sur nos lieux pour du privé. Oui, il y a des passerelles. C'est ça. Alors, du coup, tu parlais un petit peu, on a entendu quelques prénoms. Vous êtes structuré comment dans ton pôle, Aurélien? Alors, donc moi je suis le responsable de l'équipe. J'ai quand même des missions plus de business development avec des grands comptes. De faire connaître la marque c'est ça, aux entreprises. C'est ça, de stratégie commerciale, sachant que nous on a quand même déjà bien travaillé nos lieux, donc on a beaucoup de demandes entrantes assez naturellement. Évidemment, j'ai des majoritairement en direct, vos demandes entrantes, ou il y a de la demande via
apporteur, je ne sais pas. Principalement en direct. Après, ça dépend de la taille de direct. l'événement et des budgets. C'est vrai qu'à ST Fertile, on a quand même beaucoup d'appels d'offres via les agences, notamment Ouais. pour des raisons de taille et Oui. de budget, je pense. Mais c'est principalement en direct, sachant que nous on fait tout le travail de pouvoir accueillir l'événement le jour J. On va faire le conseil sur la production, on a des prestataires techniques, on peut avoir des scénographes si besoin, donc Ouais, vous êtes vraiment du clé en main, quoi. c'est ça. Après, on fera pas Vous êtes presque une mini agence sur vos lieux, quoi. Tout à fait, Ouais. exactement. Mais c'est un petit peu l'idée. Pardon, tu peux me rappeler la question? Non, je disais comment est-ce que vous êtes structuré au sein de ton équipe? Donc moi vraiment On dérive Aurélie. Tout à fait. Je me reconcentre. Donc je chapeaute vraiment l'équipe et je dois développer la cité fertile principalement. Je suis accompagné par une alternante qui s'appelle Alicia qui fait très bon travail et ensuite on va avoir 2 chargés de privatisation. Une chargée de privatisation senior qui est Anne-Charlotte qui gère la recyclerie, la machine du Moulin Rouge, une chargée de privatisation junior qui s'appelle Marie qui est en alternance chez nous et qui est passée en CDI en février, qui gère le pavillon des canaux et le bar à bulles qui sont des lieux assez proches en termes de taille et un peu d'esprit, même si les thématiques sont pas exactement les mêmes. Donc c'est des services ou des produits, même si j'aime pas trop le terme, qui sont assez proches. Anne-Charlotte est épaulée par une alternante qui fait un peu comme elle du commercial et de la production. Donc ces 2 personnes, Marie et Anne-Charlotte, font du commercial et de la production. Et on a Chloé qui du coup est la responsable production du pôle, donc qui a un côté transversal mais qui va principalement se concentrer sur la cité fertile et la machine du Moulin Rouge et qui va aussi créer des process de production ou avoir typiquement un tableau de prestataires pour l'ensemble du pôle. Donc c'est un petit peu l'idée. Donc une fois, imaginons que Anne-Charlotte confirme un événement, elle va ensuite collaborer avec Chloé si c'est un événement un peu complexe en termes de production. Alors ça peut arriver maintenant. Anne-Charlotte et Marie sont principalement autonomes et produisent les événements qu'elles signent. En fait, Chloé elle a surtout un rôle de production. De A à Z. C'est ça. Moi en fait c'est les événements que je signe. Par contre c'est vraiment Chloé qui va les produire directement et accompagner le client une fois que le devis est signé. D'accord. Donc Chloé, ça va plus être un relais avec toi. C'est ça, tout à fait. Et donc Chloé est accompagnée par une alternante aussi en production. Et là, on réfléchit potentiellement à embaucher un régisseur privatisation l'année prochaine. Pour vraiment être plus en lien direct et avoir quelqu'un intégré dans l'équipe qui soit vraiment qui reflète un peu les prestations qu'on propose. Mais bon, c'est encore en réflexion. Et on avait une personne aussi avec le terrain. Ouais. C'est ça. Et on a aussi une personne en free à l'eau poisson pour commencer à impulser. Sur lequel vous avez aussi de la demande entrante. Tout à fait. On commence à avoir des événements qui se confirment et ça arrive de partout. D'accord. Donc il va falloir se structurer. C'est ça, on est déjà bien et on a des process bien établis avec des outils comme Slack, comme Google Workspace. On a aussi un CRM parce qu'on a beaucoup de demandes entrantes et on a une base de données très qualifiée, très riche. Donc quand on fait des newsletters, on a souvent des retours et des taux de réponse assez conséquents. Donc, vous utilisez quoi sur le CRM et l'emailing? Alors on utilise Digifactory pour le CRM. En emailing, on utilise la solution de Digifactory parfois, mais on est abonné à l'ADN Data pour tout ce qui est achat de bases de données. Et on commence à faire des offres un peu sur mesure. Maintenant, on a vraiment une vision aussi dans notre communication où on n'a pas une communication agressive, sachant qu'on a déjà beaucoup de demandes à traiter et à transformer. Oui, c'est plus pour faire connaître. Vivre la base de données que vous avez. Tout à fait. C'est ça. D'accord. Donc après, sur l'emailing pur, tu disais parfois un peu de Digifactory. Est-ce qu'il y a d'autres outils que vous aimez bien? Parce que ça, c'est souvent des questions, moi, qui me remontent aux oreilles.
Alors, Si Digifactory, toi, t'as des c'est conseils. bien sûr un Alors Digifactory. Digifactory, C'est parce ça qu'ils c'est ont plus une comme nous, messagerie. Ouais. c'est comme ce qu'on fait chez Booking Check, mais c'est Mm. plus sur le côté emailing où c'est souvent, moi on me Oui. demande souvent pour les emailing, qu'est-ce qu'il y a de bien, Alors, etc. Alors moi j'ai mes petits préférés, bien mais sûr. sait-on jamais ce Alors, que toi t'en penses. bien sûr. Alors avec l'ADN, du coup, on a découvert Mailjet parce qu'ils ont un partenariat avec Ok, Mailjet qui ça se propose connecte. une solution intégrée. Et c'est vrai que l'interface, elle est assez chouette. Moi, je suis pas forcément un communicant sur la partie vraiment outils techniques et il faut que ce soit simple. J'aime pas passer trop de temps à programmer une newsletter, etc. Et c'est vrai que Tu c'est trouves ça simple. plutôt, ouais, c'est assez simple et surtout ça valide la base parce que si la base est pas validée ou que les adresses sont pas checkées, tu tombes dans les spams et en fait c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Donc c'est vrai que le Mailjet, moi je la trouve assez intéressant pour ça. Ok. Bon bah top. Voilà, comme ça ceux qui veulent aller voir pour leurs emailing Tout à fait. pourront aller faire un petit tour et voir s'ils trouvent ça simple aussi. Moi je suis comme toi, j'aime pas non plus passer 3 heures sur une mise en page de newsletter. Je trouve que si ça peut être simple à ce niveau-là et qu'on se concentre sur le fond, c'est quand même C'est l'idée, ouais, c'est c'est quand, vraiment ouais, c'est quand même le plus d'être important. efficace. Ouais, c'est clair. Donc, tous les lieux signés au co font de l'événementiel, ont en tout cas Tout à vocation à fait. faire de l'événementiel. Exactement, que ce soit privé ou public, on va parler plus de peut-être d'événementiel corporate, mais on va forcément avoir des temps de privatisation qui vont être plus forts sur une cité fertile ou une machine à moulin rouge, qui sont des lieux de location, en tout cas qui ont des espaces de location. C'est vrai que le pavillon des canaux, la recyclerie et un peu moins le bar à bulles, on peut pas forcément les privatiser plus d'un certain nombre de fois dans la semaine, parce que l'enjeu Mmh. du tiers-lieu, c'est quand même que le lieu soit accessible. Et si le lieu est tout le temps fermé pour privatisation, bah en fait, ça va casser aussi la dynamique et l'attractivité du lieu. Donc on essaie d'avoir un bon dosage là-dessus, mais en tout cas, tous les lieux effectivement ont une offre événementielle corporate. Et c'est dur de trouver cet équilibre entre la privatisation événementielle et l'ouverture au public. Ça vous a pris du temps à chaque fois sur chaque lieu de définir des règles ou est-ce que c'est assez simple, tu trouves? En fait, il y a toujours un enjeu de projet versus enjeu financier. Maintenant, en soi, nous, on a vraiment des règles assez claires depuis des années et on peut se poser la question si c'est une activation où là, va y avoir un enjeu avec le public et que le public va être aussi exposé à une marque. Là, pour le coup, il faut quand même qu'on soit assez raccord sur l'univers de marque et les enjeux parce que il peut y avoir une dissonance entre le public qui vient le week-end pour prendre un café. Il comprendra peut-être pas pourquoi il y a tel client d'entreprise qui est venu faire un événement chez nous. Donc, il y a aussi un enjeu d'image, de bien comprendre certains clients et il y a peut-être certains clients où le public pourrait ne pas comprendre leur intervention ou leur arrivée sur le lieu. Mais en tout cas, sur les rythmes de privatisation, on est assez rodé et c'est aussi une réflexion, une collaboration avec nos autres collègues de la programmation. On travaille main dans la main et la clé, c'est de communiquer et c'est évidemment l'agenda des lieux qui permet de rapidement voir ce qui est possible ou non, ou de s'appeler s'il y a un conflit. Et si tu aurais un conseil à donner sur ce point-là, je veux dire si tu devais, parce que je sais que ça c'est souvent une question qu'ont beaucoup de lieux de vie qui accueillent du public et qui accueillent de la privatisation. Quand ils démarrent sur cette activité événementielle, quand l'activité événementielle prend, ça peut vite représenter beaucoup de demandes de privatisation par semaine, ce qui peut créer des conflits par rapport à l'activité de clients Mm. du tous les jours, les particuliers. Est-ce que toi, tu as un conseil en disant ne pas dépasser, je sais pas moi, Nous, dans l'idée, 50%? après, ça dépend aussi du territoire, de la thématique du lieu et des espaces, parce qu'en fait, il y a aussi ce côté où tu peux te dire que tu privatises juste un des espaces de temps en temps, et Non, je parle vraiment de privatisation intégrale. privatisation totale. Ouais, ouais. Parce que Honnêtement, nous, généralement, quand il y a des espaces, il n'y a pas trop de problèmes. bien sûr, Ça nous on se... conseille, on va conseiller vraiment pas plus de 2 événements, pas plus de 2 fermetures dans la semaine.
entre le lundi et le vendredi. En tout cas, en soirée, typiquement, le bar à bulles, c'est un lieu où c'est un peu particulier parce qu'on n'est pas ouvert aujourd'hui en journée, la semaine. Donc on peut faire du donc la journée, vous séminaire. pouvez faire ce que vous voulez. C'est ça, tout à fait. Mais bon, après c'est pareil, on veut pas. Là, le bar à bulles à 18h30, on est full. En fait, les mardis, les mercredis, à partir de mai, même avant. Donc c'est sûr que s'il y a 150 personnes qui viennent à chaque fois, qui trouvent la porte fermée, ça fonctionne pas. Mais ouais, effectivement, deux jours maximum par semaine, et dans l'idéal, espacé d'un jour, c'est bien. Et on arrive à voir sur vos sites, etc., que vous êtes fermé, etc. Ça, c'est quelque chose que vous communiquez en amont à vos clients, ou c'est compliqué? Okay. C'est un gros travail, et parfois il y a quand même du monde qui vient à la porte parce qu'on a tous l'habitude de son lieu. Mais oui, même sur Google, on met à jour les horaires. Il y a des panneaux sur le site, et ça peut toujours engendrer de la déception. Maintenant, c'est tellement nécessaire. Mais vous communiquez quand même, parce que oui, il y en a d'autres qui vont... Tout à fait. Faites-le, mes chers auditeurs. Parce que c'est important. Ça évite des petits ascenseurs émotionnels, parce que quand on a vérifié, qu'on a vu que c'était ouvert et qu'on arrive sur place et que c'est fermé, ça c'est vraiment très frustrant. Non, c'est très important. C'est vrai que c'est chronophage parce qu'il y a plusieurs canaux, que ce soit Google, que ce soit le site internet, que ce soit une newsletter, que ce soit in situ, mais c'est tellement nécessaire. Et après, si des personnes n'ont pas regardé, effectivement, c'est pas de leur faute non plus, mais au moins, faut quand même mettre en place. Mais je trouve qu'on est moins déçus si on n'a pas vérifié et que c'est fermé, qu'on se dit ah oui, ça arrive, que si on a fait le bon élève et qu'on n'est pas récompensé. Tout à fait. Et c'est d'autant plus frustrant où les périodes les plus fortes en termes d'événementiel, ça va être l'été, ça va être le mois de juin, la première quinzaine de juillet, et septembre, octobre, et ensuite décembre. Donc c'est quand même des périodes, alors peut-être moins décembre, mais là, l'arrivée des beaux jours et des terrasses, c'est d'autant plus frustrant où si vous voulez prendre un verre avec quelqu'un et que votre terrasse préférée elle est fermée, en trouver d'autres qui sont déjà peut-être bondées. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a une organisation en tant que public là-dessus. C'est sûr. Une autre question, c'est par rapport à votre offre. Donc, tu disais que vous avez un peu un système de régie. On sait aussi que sur certains lieux, vous avez une partie restauration qui est assez forte. Donc, vous avez peut-être aussi en interne vos propres forces de restauration. Comment ça se passe au niveau de l'offre, où vous faites un socle au niveau du siège et qui ensuite peut découler sur tous les lieux, où chaque lieu a vraiment ses spécificités de catalogue? En fait, il y a plusieurs fonctionnements différents. On a le même fonctionnement en fait, on va diviser en 3. Okay. Partie, il y a vraiment la salle, le personnel, la technique, qui est un bloc. On va avoir la boisson, la restauration, et ensuite le contenu. Sur la salle, on a vraiment des modules qui sont rodés avec le coût par personnel et le coût des salles qui ont été définis et qui sont transversales. Maintenant, évidemment, chaque lieu a son coût par rapport aux amortissements, aux charges, etc. Mais en tout cas, c'est la même réflexion avec 3 staffs inclus, et ensuite on facture tout le personnel supplémentaire. Et après, le matériel mis à dispo qui est inclus dans le prix, et ensuite on facture le matériel qui serait supplémentaire. Et ça, donc c'est un prestataire, donc on connaît les prix, on peut l'ajouter. Des devis à tiroir. Sur la partie boisson, donc on a beaucoup de prestataires similaires quand même sur l'ensemble de nos lieux. C'est l'intérêt d'avoir quand même un groupe et de pouvoir centraliser nos achats. Il y aura plus de poids aussi là-dessus. Donc on a des formules boissons qui sont assez similaires sur l'ensemble des lieux, avec une offre journée, séminaire, café, thé, viennoiserie, etc. et une offre plus boisson, bière, etc. le soir. Donc ça, c'est des matrices assez rodées où on pourrait limite les appliquer sur chaque salle. Donc c'est assez facile, on connaît nos coûts de revient, etc. Sur la restauration, on a certains espaces qui sont des restaurants, donc qui ont des cuisines intégrées. Donc là, c'est leur propre coût et leur propre carte qui peuvent varier. Maintenant, dans une réflexion, là, on va recruter un chef exécutif qui va piloter les restaurants Signoco. Donc aujourd'hui, les restaurants Signoco, qui va piloter des chefs exécuter. Qui va être le chef des chefs. Exactement, c'est ça. Et donc ça va concerner le pavillon des canaux, qui propose
comme la recyclerie, le bar à bulles, la food aux entreprises le soir, donc qui adaptent un peu la carte. Mais du coup, ces restaurants-là sont en mesure de proposer. Et après, sur la machine du Moulin Rouge et la Cité Fertile, on passe forcément par des traiteurs, du moins sur les événements au-dessus de 150-200 personnes, parce que là, on est vraiment sur du ad hoc et du spécifique, et on n'a pas la capacité en cuisine de faire ça. Donc on est vraiment sur l'événementiel. Donc là, c'est vraiment nos traiteurs, mais qui peuvent intervenir sur l'ensemble des lieux potentiellement, sauf les lieux qui imposent la restauration. Si besoin. Oui. C'est ça. Et ensuite, le troisième bloc, les prestataires, donc plutôt de contenu. Après, ça peut aussi être des photobox, des DJ ou autres. Mais le team building, on a des team building qui sont propres à tous les lieux. On peut faire un scénario prisoners, mais qui va pas être le même selon le lieu, parce que l'idée c'est de se baser sur l'histoire du lieu, sur des espaces qui vont varier. Typiquement, on a un escape game prisoners sur la machine du Moulin Rouge où il faut trouver une rockstar qui a disparu, donc tu vas dans les backstage, tu fouilles, et au pavillon des canons, on va plutôt avoir le mariage du plantier, où là c'est un côté un peu plus Cluedo. Mais globalement, sinon nos partenaires extérieurs vont intervenir sur tous les lieux. On va avoir des offres par rapport à ça. Et après, il y a effectivement les résidents des lieux. Donc c'est plutôt la recyclerie avec les Amis Recycleurs, qui est l'association de la recyclerie, et qui va intervenir avec les ateliers qui sont réalisés par nos jardiniers ou nos agents qui proposent cette multi. Ok. Donc une bonne petite machine, quelques rouages. Il y a de quoi faire. C'est ça. J'avais une autre question, parce que je sais que sur certains lieux, vous avez tout un engagement un peu de la façon dont vous êtes équipé, meublé, avec beaucoup de seconde main, etc. On parlait de séminaires, donc à la journée, avec des entreprises qui viennent travailler, etc. Sur ce mobilier-là, vous avez réussi à faire des salles entièrement pensées en seconde main ou en récupération? Alors, c'est une bonne question. Sur tous les lieux, mais alors sur les lieux, sur la majorité des lieux, c'est le cas, parce qu'on est quand même sur des lieux à taille humaine, que ce soit le pavillon, le bar à bulles, la source, qui est le restaurant de la Cité Fertile, le Préau aussi. On est effectivement sur intégralement du seconde main. Maintenant, sur des séminaires de 450 personnes, on est obligé de louer du matériel qui en soi et pas du neuf parce qu'il est loué, etc., qui est souvent utilisé. Maintenant, on est quand même dans une réflexion d'acheter du mobilier à date, mais c'est vrai que c'est des vrais sujets, parce que il y a certains mobiliers ou matériel qu'on souhaite acheter plutôt que de les ramener à chaque fois, mais en fait les formats changent tellement qu'on n'a pas trop d'intérêt de le faire de temps en temps. Mais c'est vrai qu'avoir 450 chaises théâtre et peut-être 2 vidéoprojecteurs de telle puissance, ça peut être intéressant. Mais c'est vrai que sur des gros événements, c'est difficile. Mais sur des événements à taille humaine, vous y arrivez. Vous arrivez à avoir un mobilier de récupération de seconde main. Tout à fait. Sachant que faut savoir que le seconde main coûte évidemment souvent plus cher que le neuf, et on est quand même sur une direction artistique. Stéphane a une grande inspiration liée au cinéma. En fait, cinéoco, ça veut dire les oreilles et le cinéma dans le langage d'Anthony Burgess, qui est l'écrivain d'Orange Mécanique. Donc, c'est très psychédélique. Mais c'est vrai que tous nos lieux ont une scénographie assez prenante. Je prends l'exemple de la Source, où on est dans il y a vraiment un côté invitation au voyage. On est sur des anciennes banquettes SNCF qui ont été upcyclées. Vous avez des valises à l'étage avec la végétation. Il y a des portraits de cheminots. Donc on arrive vraiment dans un univers, et c'est ce qu'on veut en arrivant sur nos lieux pour le public. En fait, c'est d'avoir quelque chose d'assez onirique, d'assez dépaysant. Et ça passe par ce mobilier-là qui en fait n'est pas forcément le mobilier qu'on trouve dans du neuf, déjà en termes de choix artistique, et en plus qui a été fabriqué récemment. Donc et que vous devez retravailler souvent pour c'est ça, pour que ça enfin vous allez sur un seconde main, mais qui est quand même rebossé derrière, quoi. C'est pas forcément juste oui, tout à fait. Mais c'est possible.
Tout à fait. Et typiquement, On peut aller fouiner en brocante et faire quand même. Exactement. Après, ça implique. Je pense notamment à ceux qui sont peut-être sur des lieux un peu plus en province, qui vont Bien avoir sûr, des ressources de brocante plus importantes que sur des grandes villes. On tout le à sait, fait. en grande ville, souvent on est obligé un peu de sortir. On peut quand même réussir. Je pense si vous avez un lieu qui peut accueillir une cinquantaine de personnes. Euh, En Bien travaillant entendu. bien les choses, vous pouvez faire quelque chose de sympa sans forcément tout de suite aller vers du neuf et Non, non, c'est de clair. reconsommer. Et l'idée, c'est aussi, bon, il y a quand même un vrai enjeu de manutention et de réparation, mais c'est ce qui fait le charme aussi de nos lieux. Mais on a des personnes qui font ça à l'année. Et typiquement à la Cité Fertile, on n'avait pas tout ce terre-plein qui caractérise la cour et qui permet de la séparer en deux. Et tout le bois, toutes les tables qu'on voit à la Cité Fertile, les grandes tables vraiment très conviviales, assez agréables, c'est du bois de charpente dont on a hérité en arrivant sur le site de l'ancienne gare. On a fait un vrai travail de menuiserie pour transformer tout ce bois en grande table conviviale. Et c'est aussi un petit peu ça l'idée. En fait, il y a vraiment ce côté aussi débrouille, un peu être malin. Mm, Sur des matières et créer avec. Et c'est ce qui fait qu'un lieu devient singulier aussi. tout à fait. Bon voilà, j'espère que ça vous aura donné plein d'idées. Les conseils déco Regardez d'Aurélien. bien, c'est ça. Regardez bien autour de vous. Tout à fait. Tu parlais aussi du fait que toi, tu te concentrais beaucoup sur le développement commercial. Est-ce que, enfin, comment ça se passe pour vous? Est-ce que tu fais vraiment du développement commercial pur, c'est-à-dire d'essayer de décrocher des rendez-vous avec des marques qui vous connaissent pas ou des institutions qui ont des gros besoins en événementiel et qui vous connaissent pas forcément, ou est-ce que ça se fait de façon peut-être un petit peu plus douce, ou dans le sens où c'est plutôt via le fait de créer des événements un peu clients ou prospects pour faire découvrir le lieu, ou je sais pas si vous avez un système peut-être un peu de conférences que vous ouvrez parfois à des prospects. Enfin, je sais pas trop comment ça se passe justement, mais comment est-ce qu'on vend des lieux comme Signéoco? Alors là, c'est ouais, il y a plusieurs questions. Alors nous, chaque lieu en fait a une thématique et un positionnement. Donc en Ouais. fonction de l'entreprise, du décideur, des collaborateurs, l'idée c'est déjà de bien comprendre pourquoi ils veulent venir chez nous. En fait, c'est quoi l'intérêt? Est-ce que c'est une volonté, un désirata du décideur qui veut un petit peu changer d'univers? Est-ce que le métier de ces personnes, les collaborateurs, collaboratrices, est en lien direct avec ce qu'on fait? Typiquement, est-ce que c'est des urbanistes? Est-ce que c'est des comptables? Donc, évidemment, chaque recherche, chaque demande passe par une découverte des besoins. Donc, c'est là où la partie commerciale intervient le plus, sachant que Donc ça, c'est vraiment la qualification de la demande entrante, c'est un exactement, point clé pour vous tout à de vos fait. process. Et Mhm. parfois, on va même se dire, en fait, on vous propose ce lieu, mais je pense qu'en termes d'univers et de positionnement, c'est peut-être plus intéressant pour vous d'aller là-bas, parce que Mm. ça coche plus de cases, etc. Ça, c'est Après, tout l'intérêt d'avoir un siège commercial, c'est que vous pouvez être exactement. transversal. Et on Mm. se les envoie aussi, par, en fait aussi, enfin, l'idée, c'est aussi d'assurer parfois des backups, parce que là, typiquement, on est complet sur l'ensemble du mois. On a plus de, sur le mois de juin, on n'a plus de disponibilité, donc, J'allais dire sur le mois de mai. ce qui serait une bonne chose vu la date. Mais pardon, Oui. plutôt sur juin et juillet. L'idée c'est de quand même trouver des solutions et on fait des petits Mm. partenariats aussi avec d'autres tiers-lieux, notamment la station, Jardin 21, etc. Quand on n'a Ah, trop pas, sympa. Donc vous rayonnez aussi entre tiers-lieux. Il n'y a pas une concurrence un peu c'est féroce entre vous. pas Au contraire. bon, en tout cas non, c'est pas la volonté. Après on essaie de le faire. Enfin, c'est pas forcément les mêmes lieux et les mêmes équipes aussi, mais l'idée c'est de proposer aussi en fait, vu qu'on est quand même souvent voisins, on est sur le territoire, c'est un peu l'idée. Oui, et puis autant que les clients, même s'ils n'ont pas pu venir chez vous cette fois-ci, C'est ça, on est vrai. rentrent dans l'univers du tiers-lieu et se disent, oh, trop bien, la prochaine fois, on refera un autre tiers-lieu. C'est exactement l'idée. Donc il y a vraiment cette partie déjà bien comprendre le projet du client par rapport à notre lieu. Maintenant, c'est assez facile pour nous et naturel d'expliquer qu'est-ce qu'on fait dans ces lieux-là en termes Bien d'usage sûr. et de le relier au quotidien du client et à ce qu'il souhaite pour son événement. Après, sur la partie vraiment plus développement commercial, déjà on se base sur les clients qu'on a et on leur propose des solutions une fois qu'ils ont fait des événements chez nous. D'autres lieux qui peuvent Donc tu vas travailler sur la fidélisation.
Exactement, donc avec vraiment des propositions d'autres établissements. Et ensuite, pour tout ce qui va être plus prospection ou nouveaux clients, ça passe par l'achat de bases de données qui est assez récent avec l'ADN, sachant qu'on a vraiment une approche douce, c'est plutôt des newsletters. Maintenant, moi, je fais beaucoup de veille sur LinkedIn aussi. Via mon réseau, je commence à connaître des décideurs et je leur présente un peu ce qu'on fait. Maintenant, on n'a pas une approche prospection. Non, tu Phoning, vas pas décrocher ton téléphone et voilà, appeler des gens que tu connais pas. pas de call de call, comme on dit C'est en ça. sales. Je le prononce très mal, c'est horrible, mais c'est pas Cold très grave. call, Voilà, c'est pas grave, on c'est pas comprend. facile à dire. Je sais même pas Mais si on connaît tous ce terme, tous, parce que c'est ouais, c'est très c'est sales, très business. Mais exactement. en gros, pour ceux qui connaissent pas le terme, ça veut simplement dire que c'est un appel froid dans le sens où vous appelez quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas et vous essayez de le convaincre de vous rencontrer, de venir voir C'est votre lieu ça, ou de lui vendre quelque chose. Voilà. exactement. Mais Donc l'idée, ça, non. tout à fait. Après, nous, on croit vraiment, c'est là on a une approche très expérience utilisateur qu'on appelle en anglais attendee experience, où l'idée c'est en fait, faut qu'on ait une utilité et ça rejoint tout le sens du métier qu'on fait. C'est Ouais. on va contacter des clients, des organisateurs parce que Ça fait sens. c'est ça, et déjà parce que on va viser les personnes qui vont être dans la transition énergétique, la transition écologique ou le social. Parce qu'en fait, c'est naturel qu'on se parle pour nous en termes d'enjeux, etc. Donc c'est potentiellement les premiers clients qu'on va contacter. Après, ça peut aussi être des marques qu'on trouve plus vertueuses que d'autres et avec qui on aimerait beaucoup faire de choses. Typiquement, je prends l'exemple de Patagonia, qui est une marque Oui. qu'on aime beaucoup et avec qui on aurait intérêt à travailler sur de l'ancrage local, sur en fait la revalorisation de déchets sur nos lieux ou des ateliers. C'est un peu une marque qui plaît et qui est cohérente en termes d'engagement avec les Oui, lieux. puis qui a été très précurseur sur beaucoup de sujets, surtout sur le retail. Tout à Voilà, fait. ils sont très innovateurs. Et, Ok. et après, on est référencé sur des sites de venue finding type Ouais. Cactus, Mhm. Office Rider, Funbooker. Donc, Mhm. pour avoir quand même en fait des demandes qui ne sont pas forcément dans notre réseau, Mhm. qui viennent de. Et justement, tu es content de ça? Tu trouves que vraiment ça vous apporte un trafic que vous n'aviez pas naturellement via ces apporteurs? Alors Cactus, honnêtement, on est assez content. On s'est rencontré avec Jules Mhm. de Cactus et on a refait un point sur les offres, un peu le positionnement, mais je pense que on est un peu le seul groupe de lieux, ou du moins on est le plus représentatif dans leur base de données. On a vraiment une offre assez différenciante des autres, donc je pense qu'on se démarque pas mal. Et là, on a à peu près, je dirais, 2 à 3 privatisations par mois avec Cactus sur l'ensemble des lieux, donc ce qui est plutôt bien. Tu dirais que tu es sur un... Juste pour... alors, je te demande ça, c'est pas du tout pour porter préjudice à qui que ce soit, Mhm. mais parce que je sais que quand on s'inscrit sur un apporteur, il y a des lieux qui peuvent être un petit peu décontenancés par leur taux de confirmation, ce qui est normal. Un apporteur peut pas contrôler la direction dans laquelle va le client quand Bien il arrive sur sûr. son site. Donc, il y a des demandes qui partent un peu à droite à gauche. Il y en a qui sont très qualifiés, d'autres un peu moins. Et on n'a pas forcément un taux de confirmation de 80% avec un Non, apporteur non, bien sûr. d'affaires. Ouais. C'est compliqué. Est-ce que toi, tu as une idée grosso modo sur ces 3 privatisations que vous faites tous les mois avec eux? Ça représente combien de demandes derrière? Juste pour que les autres soient pas déçus. Honnêtement, C'est normal. C'est pas trop. je saurais pas dire, mais déjà nous, Au moins 3 fois plus. Vous avez au moins géré 10 pour avoir 3 événements. ah oui, facile, ouais, je Oui. pense. Mais Voilà. Donc, pour les autres, ne non, il tombez pas faut, par terre, ne vous inquiétez pas. non, Regardez bien bien sûr, les ouais. briefs des clients pour voir si ça colle ou pas, parce que vous pouvez aussi dire à l'apporteur, ça c'est sûr que ça confirmera pas chez nous, on va Non, pas non, perdre bien de sûr, temps. ouais. Ils l'entendent. Voilà. Non, mais Mais c'est là où effectivement, et je trouve que Cactus le fait bien aujourd'hui, mais c'est aussi le travail de bien enseigner les fiches, bien enseigner ce que le lieu peut accueillir ou non, bien enseigner les de faire capacités. c'est ce que tu disais, de faire ce point avec eux Tout pour à fait, voir si tout est bien clair pour ensuite l'organisateur qui arrive sur le site. tout à fait. Hmm.
C'est l'idée, mais nous on est très content de Cactus et évidemment ça va pas représenter 10% de notre activité, mais ça fait des compléments non négligeables. Et une fois de plus, notre but c'est de toucher des personnes qu'on n'aurait pas touchées Mm. directement, donc à Et travers eux, là-dessus, leur réseau. mm. Et là-dessus, tu es satisfait. Tout à fait. Top. On les connaît bien aussi, les cactus. Très bien. Qu'est-ce que je voulais te demander? Oui, donc donc on a fait un peu le tour de du point développement commercial. Oui, après ça passe par du LinkedIn, par des newsletters. Ouais, c'est ce que tu disais. En parlant de newsletter, du coup, vous avez au sein de Signoco, j'imagine qu'il y a un service communication, marketing, contenu. C'est eux qui s'occupent de ça ou c'est vous Non, qui faites non, vos non, newsletters lieux? on le fait nous-mêmes en interne. Ok. Et pour toi, c'est quoi un petit peu les piliers de votre base votre base. Ça va être quoi les piliers de contenu un peu du newsletter que tu trouves sympa sur un lieu? Est-ce que vous parlez que de vos espaces? Est-ce que vous parlez vous Hmm. mettez... Vas-y, En vas-y. soi, non, parce que les espaces, il y a un côté très parfois immobilier en fait. Donc oui, enfin, évidemment, les lieux, ils ont des avantages assez compétitifs. On a des grandes terrasses, les lieux sont très beaux, la cuisine est bonne. Après, on parle vraiment. En fait, pour moi, les événements, c'est faire des choses dedans, dans les lieux, et ça passe par un traiteur qu'on aime bien, et typiquement les cuistots migrateurs qui sont très chouettes, qui ont une carte d'été. Donc c'est aussi l'opportunité. En fait, là, on change de saison, on va changer de carte. Bah, typiquement, on va parler de la nouvelle carte des cuistots migrateurs. Ça peut être un nouveau team building. Bah, là, typiquement, on va parler du social Belle bar activité. dont on n'avait pas encore parlé. Donc, c'est assez varié. Après, on rappelle aussi souvent, en fait, les actions RSE qu'on propose. Hmm. C'est quand même assez dense nos newsletters, mais il y a beaucoup de choses intéressantes à dire. Et, euh, et après, ça peut être aussi, c'est quand même souvent autour de ces contenus finalement, mais on communique souvent par période. Et je pense que Ok, un peu par saison, enfin façon de parler tout quoi. à fait, C'est ça? Ouais. Ok. tout à fait. Et si on doit résumer, bah il y a un petit peu d'actualité sur vos lieux en tant que tels, Mhm, l'actualité sur des mises en lumière de prestataires, d'initiatives qui vous ont touché ou des gens avec qui vous aimez collaborer et que vous voulez mettre en avant. tout à fait. Et après des initiatives liées à la marque qui pour vous sont importantes et qui permettent aussi de montrer aux clients dans quel état d'esprit que vous êtes quoi. Vous avez en gros Exactement. trois. Ouais. Ce que je vais juste souligner Aurélien à ceux qui nous écoutent, Mhm, ce qui est très important dans ce qu'Aurélien vient de nous dire, c'est que il ne parle pas que d'eux. Et ça c'est quelque chose que moi j'observe beaucoup 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 chez les lieux événementiels, quelle que soit leur structure, ils vont tout le temps parler d'eux, de leurs espaces, ok. de leur matériel, de leurs cartes, et ils vont pas toujours penser à parler de sujets qui vont toucher leurs clients. Donc par exemple, mettre en avant des prestataires parce que ça va permettre aux clients d'imaginer un contenu d'événement. Ben là en fait on parle plus aux clients et à ses besoins. Tout à Ou fait. quand vous parlez de vos initiatives en tant que tiers-lieu, bah, en tant qu'entreprise, c'est aussi inspirant de voir ce que fait une autre entreprise Bien très sûr. engagée, etc., etc. Donc en fait, vous n'êtes pas que en train de dire bon bah nous, nos lieux, nos chaises, nos écrans, Ouais. notre carte des boissons et basta. Oh, mais je suis tout à fait Euh, d'accord, c'est le principe du newsletter, et même quand on lit des newsletters dans d'autres domaines, typiquement un festival qui va release sa programmation haute, en fait, le but c'est de voir qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui va pouvoir donner mm, des idées, et on fait tous de la veille, on regarde tout ça, mais c'est vrai que pour une entreprise, c'est d'autant plus intéressant quand c'est ça. on Donc organise 2 événements par mois. c'est un bon exemple que tu nous as donné parce qu'il y a plein de thématiques et donc le client peut vraiment s'alimenter de oui, il a besoin d'entendre parler de vous, mais parlez-lui aussi d'autres choses qui vont l'intéresser, quoi. Tout à fait. Je voudrais juste qu'on finisse un petit peu avec le fait que tu sois aussi formateur parce que je trouve ça Oui. hyper intéressant. Euh,
Ça va être quoi les grandes thématiques sur lesquelles toi tu vas accompagner ces futurs créateurs de tiers-lieux? Donc j'imagine la partie événementielle, mais plus spécifiquement, c'est quoi tes dadas? Alors, j'interviens dans deux domaines différents. Donc, pour Signoco, dans le cadre de la formation 40 heures. Donc là, je parle vraiment de privatisation dans le modèle du tiers-lieu. Donc, l'idée, c'est de comprendre déjà pourquoi on fait ça en termes de modèle économique. Pourquoi est-ce qu'on implémente de l'événementiel au C'est sein de son ça, lieu? en fait. Ok. Pourquoi nous, on a choisi cette ce savoir-faire, cette Ouais. industrie au sein de notre tiers-lieu et pourquoi on en fait. Donc déjà pour des raisons en fait de positionnement et d'événements et aussi pour des raisons forcément financières. Mhm. L'idée c'est de montrer un petit peu comment on procède, comment on définit un peu ce qu'on s'est dit là en fait, c'est quelle est la politique de privatisation, quels jours vont être concernés par rapport au projet de tiers-lieu que la personne a. Donc après vraiment de la structurer, c'est-à-dire Ouais, c'est ça. ok, si on décide de le faire, oui, non, pourquoi, et derrière comment on Tout à fait. structure. Il y a C'est une ça. approche vraiment entrepreneuriale en mode, faut comprendre aussi si la personne a déjà le lieu ou le local, c'est de se dire qu'est-ce que le lieu peut accueillir comme événement, quels sont les événements qu'on retrouve dans le secteur événementiel, donc les séminaires, les soirées d'entreprise, les conférences de presse, qu'est-ce que ça implique en termes de régie d'événementiel, et ensuite c'est vraiment la politique, la stratégie commerciale, donc comment on définit son prix de vente de lieu, qu'est-ce qu'il faut proposer comme offre, qu'est-ce qu'on crée comme outil, plaquettes de présentation, devis, site internet, etc. Les outils de vente. C'est ça, et on va même jusqu'au process de découverte des besoins, de clôture de la vente. Donc là, c'est vraiment lié à la formation 40 heures, et j'interviens depuis maintenant 6 ans à l'ESG en MBA, donc Master Communication événementielle. Et donc j'ai souvent 3 promos avec 2 semestres. Et donc le premier semestre, on parle de stratégie événementielle. Donc l'idée c'est de comprendre déjà, d'avoir un focus sur le secteur, le métier, qu'est-ce que c'est l'événementiel, quels médias ça implique, quel historique, quels acteurs, etc. et qui sont les acteurs de ce domaine. Et donc l'idée c'est de leur proposer de réaliser une recommandation stratégique. Donc je leur donne un brief potentiellement que j'ai déjà reçu et je le modifie un petit peu. Donc soit événement interne d'entreprise à réaliser, soit une activation. Et l'idée en fait c'est de leur apprendre à répondre à un brief et surtout à proposer un concept haut en couleur qui va répondre aux attentes, aux besoins du client. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer d'accentuer sur la conception, la création, de concepts. Qui est un sujet qui, toi, tu aimes cette partie conception? Tout à fait, je trouve que c'est ce qui est assez excitant. Et quand nous on crée des thématiques, typiquement la Cité Fertile, on a créé la Cité des Merveilles, qui est la version hiver de la Cité Fertile. On a tout un aspect onirique, avec ce côté, on va faire un aspect fête foraine, un peu Alice au Pays des Merveilles, avec une scénographie immersive, mais en même temps on va avoir cet aspect RSE. Et donc on réfléchit avec les équipes et c'est vrai que c'est toujours agréable et c'est aussi la promesse de nos lieux en fait, c'est d'avoir quand même des univers assez immersifs, assez colorés et du coup moi ce que j'essaie d'insuffler aux étudiants au premier semestre c'est alors oui effectivement il faut choisir un lieu, il faut prendre un traiteur etc, mais c'est d'avoir une grande idée, c'est vraiment de se lâcher et ça passe par brainstorming, mais d'avoir vraiment une idée qui va se différencier, qui va être ambitieuse et qui vraiment différencier le thème, l'idée, le fil rouge, etc. Et c'est aussi de leur faire comprendre que l'idée, le concept qu'ils ont, faut vraiment que ça se diffuse à chaque moment d'événement, avant, pendant et après, et qu'on le retrouve à tous les moments et qu'il faut vraiment se lâcher et jouer la carte à fond. Ça c'est un peu l'enjeu. Et donc au deuxième semestre, l'idée c'est qu'ils se projettent comme s'ils allaient produire l'événement. Donc là on est plutôt sur une phase opérationnelle, organisation logistique, où là on est plutôt sur les outils de production, qui est un retour d'expérience plus terrain. Okay. Là c'est vraiment vraiment ils viennent sur le lieu, ils viennent à la Cité Fertile, je leur montre un petit peu je leur propose de faire un repérage, de placer les différents formats dans les simulations. C'est ça, c'est une chasse au trésor / repérage.
Mais c'est super d'implémenter de l'opérationnel. Je trouve que parfois, dans nos métiers, on peut oublier cet aspect opérationnel dans les formations. Tout à fait. Et moi, je viens de l'opérationnel, donc j'y suis très attachée. Et sans eux, on ne fait rien. Donc, on peut avoir des super idées, mais si sur le terrain ça marche pas, ça ne marchera pas. Donc, je trouve ça très chouette, surtout sur des écoles de commerce où ils sont tout de suite généralement sur des métiers très support. Très théorique, c'est très cool qu'ils soient un petit peu les mains dans la terre. Non, bien sûr. Puis il y a aussi cet enjeu de, en fait, faut que votre idée, vous puissiez la transformer en réalité. C'est ça. Et si vous souhaitez si vous avez quelque chose d'ambitieux et qu'au final le rendu n'est pas là, en fait, peut-être que l'idée était trop ambitieuse et qu'il fallait pas. Ouais. C'était trop... pas ouais. C'est ça. Enfin, ça marchait pas, quoi, opérationnellement. Par rapport à ton rôle, le fait que tu travailles dans ces lieux très, enfin, comment je pourrais dire, pour moi, les lieux, le tiers-lieu a toute, comment dire, ça va dans le sens de l'histoire que ces tiers-lieux vont se développer, parce que je pense qu'on est tous de plus en plus en quête de sens. Donc, par rapport au fait que tu travailles pour moi un peu dans les lieux du futur et que tu aies un rôle aussi en tant que professeur, encadrant, formateur, et que tu es avec la nouvelle génération, est-ce que il y a pour toi des évidences sur notre marché de l'événementiel par rapport à ce qu'il est important de se concentrer pour demain? Est-ce qu'il y a des choses pour toi Moi, je pense qu'on a un rôle qui est primordial parce que il y a tellement d'événements variés, différents, et en fait, aujourd'hui, surtout avec la nouvelle manière de travailler, les rythmes d'entreprise où il y a quand même de plus en plus de distanciel, en fait, de liberté et de moins de présence au bureau. On sait qu'il y a de plus en plus d'événements. Donc, les événements, déjà, faut qu'il y ait un impact évidemment émotionnel où c'est important de rassembler et d'offrir de l'émotion, de la convivialité aux personnes qui y participent. Et après, c'est comment on le fait. Un rêve aujourd'hui serait de faire typiquement des séminaires 100% végétariens. Si on voulait avoir de l'impact à court terme, maintenant c'est clairement une utopie. Il y a certaines entreprises qui l'acceptent, mais c'est vraiment sur des petites jauges. Mais je pense qu'on a évidemment un rôle à jouer. On n'a pas, faut pas que ce soit un rôle qui soit restrictif et punitif. C'est vraiment en discutant, en expérimentant qu'on va y arriver. Mais c'est évident que les acteurs de la chaîne événementielle, de par leur métier, en fait, on génère des événements et on crée des choses qui n'existent pas ou qui qui sortent de terre. Donc il y a forcément des dépenses énergétiques, l'utilisation de matières premières, des déplacements. C'est vraiment intrinsèque à notre métier, donc c'est sûr qu'il y a des choses à faire. Et ça, c'est la partie vraiment, on va dire, contenant. Mais le contenu, il faut aussi qu'il soit intéressant et qu'il puisse permettre de challenger tout ça. Super. Donc, on retient bien les deux mots-clés, le contenant et le contenu. On essaye. Mais c'est pas toujours évident, et je pense que typiquement, là, l'exemple des JO 2024 l'année prochaine, ça va être un vrai challenge parce qu'on parle d'une manifestation sportive internationale avec des enjeux énormes en termes d'accueil, de construction et tous les sujets qu'on a abordés, ils vont être checkés, que ce soit le transport, que ce soit les traiteurs, que ce soit on parlait des déchets alimentaires, on parlait tout à fait. Même de l'impact de la consommation d'énergie de sites. Tout à fait. Les gros sites, ça consomme un peu. Bien sûr. Ouais. Donc oui, en effet, il y a l'idéal et puis il y a la réalité et puis il faut essayer de tracer une ligne entre les deux. Tout à fait. Après, moi, ce que je trouve vraiment beau dans les JO et ce qui est intéressant, c'est vraiment d'utiliser le sport, en fait, comme moteur pour ces différentes transitions. Et c'est tellement une discipline et presque un média, si fort que émotionnellement, oui, c'est très très fort. Et ça touche tellement plein de personnes et je pense que c'est assez intéressant de le travailler et nous on réfléchit déjà
à ça pour l'année prochaine parce que Ah bah alors, hâte de voir tout ça. On en tout à reparlera fait, peut-être avec grand d'ici là. plaisir. Ah bah super. Merci beaucoup Aurélien de nous avoir accordé ce grand temps de parole ensemble sur EventCheck. C'était un plaisir de découvrir les coulisses de Sydney Oco. Et puis, eh ben, on vous souhaite le meilleur pour tous les prochains projets et continuer à faire toutes ces belles initiatives autour de vous. Eh bien, un grand merci à toi, Clémence. C'était une chouette discussion et à très vite sur nos lieux ou ailleurs. Merci, au revoir. Merci.